E.L. James, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, d'être là avec nous aujourd'hui, ce soir, sur le plateau. Mais merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Combien d'exemplaires vendus? Parce qu'on a entendu dans le petit sujet 40 millions, enfin entre-temps, j'imagine que le curseur... 50 millions. 50 millions d'exemplaires vendus de ce premier volume de la trilogie 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey, qui sort pour le premier volume. Non, de la trilogie. Voilà. Le premier volume, lui, sort aujourd'hui aux éditions Lattès. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée de cette trilogie, de ce qui est une histoire d'amour, certes un peu extrême. Alors, comment m'est venue l'idée? En fait, j'avais lu ce qu'on appelle le BDSM, les SM, des histoires sado-masochistes. Je me demandais, qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait quelqu'un dont c'était la marotte, mais vous ne seriez pas au courant? Comment ça se passerait, cette rencontre? Voilà. Alors c'est le cas, hein, l'histoire d'Anastasia, 21 ans, jeune fille étudiante, vierge, à 21 ans, qui rencontre... qui rencontre Christian Grey, il est milliardaire, il est très beau, un petit peu plus âgé. Elle tombe amoureuse. Il n'est pas beaucoup plus vieux qu'elle. Oui, la trentaine, 27 ans. Non, il a 27 ans. Elle tombe amoureuse, lui le prévient assez rapidement. Qu'est-ce qui attire ce Christian Grey, qui peut a priori avoir toutes les femmes qu'il souhaite, vers Anastasia? Je pense que ce qui l'intéresse chez elle, il croit qu'elle ferait une bonne soumise. Elle l'interviewe pour un article de journal et en fait, elle se trompe sur lui, lui se trompe sur elle, mais les hommes se trompent souvent sur les femmes, d'après ce que je sais. Pas faux. Christian Grey, ce milliardaire très beau et très clair avec Anastasia, assez rapidement, il dit « Je ne fais pas l'amour, je baise, brutalement ». Je vous cite. Quelle est la différence, précisément? Le nombre de calories. C'est tout? C'est tout ce que je veux vous répondre à ce stade, absolument. Oui, c'est ça. Et écoutez, vous avez de l'imagination, non? Et en même temps, si je vous pose la question, c'est que justement, tout le roman entretient l'idée qu'après tout, entre ce qu'on appelle la baise et l'amour, la distinction n'est peut-être pas si immense que cela. Comment... Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas une si grande différence. Je pense que c'est une question d'idée, d'attitude. Et justement, c'est l'attitude mentale que j'explore qui explique pourquoi il est comme cela. L'ouverture d'esprit. Comment est-on censé réagir quand on découvre qu'un amant potentiel est sadomasochiste? La traduction arrive. Je ne sais pas vraiment, je pense que cela dépend. Si vous êtes vierge ou puceau, j'imagine que ça peut être un choc. Hein, ça a été un choc pour Anna. Et pourquoi est-ce qu'elle est vierge dans mon livre? Parce que je pense que les vierges sont beaucoup plus intéressantes. Imaginez, bon, si vous avez quelques kilomètres au compteur, bon, il y a moins de vous à découvrir. Si vous êtes vierge, vous êtes beaucoup plus intéressante. Alors c'est une vierge physique, lui, un puceau psychologique, si vous voulez. Donc, on les suit dans leur cheminement. Alors, pour quelle raison accepte-t-elle ce rapport sadomaso, elle qui est pétrie de littérature, notamment anglaise, et qui ne rêve que du chevalier blanc? Eh bien, parce que, elle est un petit peu, elle aime bien Christian, hein, et Christian lui plaît, c'est assez simple finalement. Il y a d'ailleurs, Simonetta Greggio, dans votre livre, une réponse à la question que pose Erika E.L. James. Le mot amour, écrivez-vous dans votre livre, L'homme qui aimait ma femme, le mot amour est magique aux oreilles des femmes, Alice. Vous seriez capable, et rares sont les exceptions, je vous assure, des pires avilissements pour entendre un je t'aime aussi miteux, aussi truqué et mensonger fut-il. Jusqu'où seriez-vous prête, vous, à aller pour entendre un je t'aime? À tout, même aux turpitudes d'Anastasia, je pense. Oui. Même si la seule fois où on m'a fait cette proposition, ça m'a fait beaucoup rire et j'étais très mal à l'aise, en réalité. Avec les menottes, les fouets, les trucs comme ça, je trouvais que ça venait faire quelque chose qu'elle n'avait rien à faire dans l'histoire.
Alors, attendez, je trouvais ça étranger à l'histoire, en fait. Il n'y avait peut-être pas ce que vous apportez d'emblée, c'est-à-dire le contrat. Et alors là, ça, c'est un élément qui est capital dans l'histoire d'amour entre Gray et Anastasia. C'est assez anglo-saxon, ça, quand même, l'idée que pour aller se livrer à des jeux érotiques. Non, vraiment. Moi, je pense que toute relation est basée sur un contrat. Non. Si, n'importe quelle relation, pas forcément signée, mais avec vos enfants, tu iras à l'école. Dans une relation, tout se fonde sur la négociation. Bon, il se trouve que celle-ci porte sur un contrat écrit, mais je pense que dans toute la vie, ça s'applique. Mais est-ce que l'amour, c'est pas transgresser les règles, justement, de ne pas avoir besoin de contrat? L'amour, les rapports amoureux, je pense que chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. En tout cas, Christian, il fait tout à fait ce qu'il veut. Il n'a jamais été amoureux. Il n'y a une sorte de rapport qui l'intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est la psychologie d'Anastasia. Elle se demande si, à force de fréquenter des héros de romans, et notamment ceux de la littérature anglaise du 19e siècle, elle ne s'est pas forgé des attentes et des idéaux un petit peu trop élevés. Vous voyez ce que je veux dire, Nicolas Rey? C'est-à-dire, finalement, on se dit, on rêve absolument que ça se passe comme dans un roman. C'est dangereux, E.L. James, de lire des livres? Je pense que toute la littérature comporte un danger. En tout cas, pour elle, oui, c'est un danger. Elle a placé la barre très très haut. Mais elle rencontre Christian. Finalement, c'est un personnage de fantasme. Tout est un fantasme. Ouais. C'est le sujet du roman de Thomas Hardy également, Tess d'Uberville, qui avait été porté à l'écran par Polanski il y a quelques années. Et Anastasia... Oui, mais ça aussi d'ailleurs, c'est un fantasme, ça tient du fantasme, mais en tout cas c'est un fantasme noir, très noir. Ouais. En fait, pourquoi Tess d'Uberville, le roman de Thomas Hardy, est-il si présent dans le vôtre de roman? Parce que je suis britannique, étant donné que c'est parti d'une fanfiction basée sur la série Twilight, le cadre, c'est l'État de Washington, bien sûr. Mais étant britannique, eh bien, j'ai fait d'elle une étudiante de littérature britannique. Comme ça, je pouvais placer des petites choses anglaises, ça et là, des choses sur la littérature anglaise. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette espèce de dichotomie entre Angel et Alec d'Uberville dans Tess d'Uberville. Les deux sont des hommes assez atroces et je pense que ça montre aussi les deux côtés, le clair-obscur chez Christian. Et je pense que, bon, dans Tess d'Uberville, il y a beaucoup plus d'ombre que de lumière. Les deux attitudes des hommes, c'était Angel Clare, l'un des personnages qui, lui, met la femme sur un piédestal. Il l'idéalise, et puis l'autre, c'était Alec d'Uberville qui, lui, dit il faut l'avilir. Yes. Oui, c'est ça. Quand on dit, par exemple, Simonetta, des choses du style, page 86, c'est Christian Grey qui parle dans votre roman, E.L. James, et il dit « Les histoires d'amour, ça n'est pas mon truc. J'ai des goûts très particuliers. Vous devriez m'éviter. » Vous faites quoi? Vous foncez, non? Ah oui, oui. Normalement, c'est exactement ce qui me plaît. Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui dit ça à une soirée, c'est sûr que c'est pour moi, oui. Alors, est-ce qu'il le dit... Est-ce que Christian Grey dit ça précisément comme une arme de séduction ou est-ce qu'il est vraiment sincère? Non, il est tout à fait sincère, tout à fait. Très sincère. Et lui-même, il n'arrive pas à se retenir. Ouais. Il y a une phrase qui aurait pu être écrite par Nicolas Rey, par exemple celle-ci. Une fois que vous saurez, vous ne voudrez sans doute plus me revoir. Mais ça, vous le dites, vous, pour séduire les filles, non? Mais oui, paradoxalement, ça donne envie si quelqu'un arrive et vous dit écoute, il faut que je t'informe d'une chose. Franchement, je ne suis pas ton genre. Ça ne peut pas passer. Ça va être des emmerdements en perspective. Oui, il n'y a rien de tel pour donner envie. Pour attirer. Oui, oui, c'est ça, voilà. Alors, est-ce que Grey, finalement, on ne va pas révéler tout ce qui se passe, notamment dans les deux autres tomes, mais est-ce que Grey, c'est un chevalier blanc ou un chevalier noir?
Eh bien, il suffit de lire le livre, faites-vous une idée, et 50 nuances de gris. Moi, je ne vois pas le monde tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de nuances de gris. Et ceux qui ne voient que le noir et le blanc, moi, ils me font peur parce qu'ils ne peuvent pas avoir une ouverture d'esprit, ne peuvent pas changer d'opinion. Vous ne pouvez pas les ramener à votre point de vue. Ils ont des jugements très tranchés. Donc, moi, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. 50 nuances de gris, grey. Alors justement, on va aller jusqu'au bout des nuances. Vous l'avez écrit, vous le disiez tout à l'heure, ce livre pour un blog et en pensant à la série Twilight. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire... Non, je l'ai écrit pour moi. Pour moi, absolument. Mais vous pensiez être publié un jour? Bien, j'espérais bien sûr qu'un jour lointain, je serais publié, et puis quelqu'un m'a dit non, la fanfiction, ça ne marche pas, tu ne trouveras jamais d'éditeur, d'agent, tu n'y arriveras jamais. Et puis, un ami a travaillé sur sa propre fanfiction, a trouvé un éditeur, je me suis dit, ah bah merde, moi aussi, donc voilà, je l'ai fait. Voilà, comme quoi on peut le faire. Publié sur Internet. Alors maintenant, ça va devenir le nouveau conte de fées. Est-ce que vous avez le sentiment que votre écriture... Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Est-ce que votre écriture est différente parce que c'est écrit sur Internet et pour vous que si vous aviez eu un éditeur comme ces jeunes gens? Je pense oui, probablement. Fort probablement. Si vous écrivez des choses un peu en série, par épisode, un chapitre à la fois, vous savez pas très bien où ça va vous mener. Il y a des choses qui vous échappent un petit peu, mais en même temps, tout est permis. J'aime beaucoup cette manière d'écrire. Je n'avais pas de plan au départ. C'est ça. C'est sorti un peu librement. Je me suis laissé porter. Et puis, en fait, vous n'avez comme base que ce que vous avez écrit jusque-là. Donc, sur cette base, vous développez les personnages, etc. Franchement, je me suis bien amusée. Et nous, on s'amuse bien en lisant. C'est vrai que c'est écrit comme une série, une très bonne série. Je suis un peu comme Bret Easton Ellis, moi. Je suis assez addict, je dois dire, à ça. Je me pose une question. Rappelez-vous Dickens, il publiait des épisodes dans les journaux. Oui, donc Internet, si ça marche pour lui. Hein. Voilà, Internet, l'équivalent des journaux du 19e. Dernière question, E.L. James. Des menottes, des fessées, est-ce que ça permet de faire durer l'amour? En tout cas, ça peut épicer les choses, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, épicer, c'est déjà pas mal, à défaut de durer. Mais sur l'idée que cet homme n'est pas pour elle, il y a cette phrase de Guitry, suite à une rupture avec l'une de ses maîtresses, elle s'en va, et le lendemain, la femme se retrouve avec un immense bouquet de fleurs, et Guitry écrit « Madame, vous êtes aussi peu que possible la femme qu'il me faut, c'est bien tentant. » E.L. James, 50 nuances de grès, sort donc aux éditions Lattès, premier volume d'une trilogie. Merci beaucoup, E.L. James, d'être venu nous en parler aujourd'hui.